Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo ASMR de l'horreur et coloriage. Et ce soir, nous allons voir ensemble la légende du triangle de Pennington. Le triangle de Pennington décrit une région du Vermont aux États-Unis marquée par les disparitions de plusieurs personnes dans les années 1940 et les années 1950 autour de la ville fantôme de Glastonbury et du mont Glastonbury, situé dans la forêt nationale de Green Mountain. Alors, j'ai été assez surprise de découvrir cette histoire sur internet, puisque la plupart du temps, lorsque j'entends parler de la région du Vermont aux États-Unis, c'est à travers des séries, des films ou même dans des livres. Et c'est typiquement l'endroit où les Américains se rendent pour se marier, dû à la beauté des paysages montagneux. Donc quand j'ai découvert qu'une série de disparitions avait eu lieu à cet endroit supposément féerique, je me suis dit, on a le revers de la médaille, rien n'est toujours tout beau, tout rose, parfait. Commençons donc par la disparition de Midi Rivers en 1945. Le 12 novembre 1945, Midi Rivers, un homme de 74 ans, disparaît lors d'une partie de chasse. Il s'éloigne des 4 chasseurs qui le guident, mais ne rejoindra malheureusement jamais le groupe. Une recherche exhaustive des lieux ne mène qu'à la découverte, malheureusement, d'une cartouche de fusil de chasse dans un ruisseau. On peut donc imaginer qu'il a peut-être vu un animal assez imposant qu'il a décidé de prendre en chasse. Et l'animal a peut-être traversé le ruisseau et Midi a décidé de tenter sa chance de tirer avec son arme, mais il ne l'a vraisemblablement pas touché puisqu'on n'a pas retrouvé de corps sans vie d'un quelconque animal et non plus celui de Midi Rivers, parce qu'on pourrait croire que peut-être il a loupé l'animal mais que celui-ci s'est rebellé, donc a pris en chasse Midi, mais rien. Pourtant, Rivers est décrit comme un chasseur et un pêcheur expérimenté, ayant une excellente connaissance des environs. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait une partie de chasse dans ces lieux. Donc sa disparition est encore plus troublante, puisque la seule chose qui reste de lui, c'est une cartouche de fusil. Même pas une chaussure, un vêtement qui aurait pu indiquer aux enquêteurs une piste à suivre. Rien. Il s'est comme volatilisé. L'année suivante, en 1946, c'est Paula Walden qui disparaît. Paula Jean Walden, une femme de 18 ans de Stamford, qui est étudiante de 2e année au
cours d'une randonnée sur la Long Trail à Woodford. Elle est vue par plusieurs personnes au cours de la journée, notamment par Ernest Whitman, un employé du quotidien local Pennington Banner, qui va l'aider à s'orienter en lui donnant des indications. Donc c'est déjà une très bonne piste parce qu'on sait qu'elle est seule et perdue. Elle est ensuite vue par un couple âgé qui rapporte donc avoir croisé sa route, l'avoir aperçue seulement seule environ 91 mètres devant eux, donc il y avait quand même une bonne distance qui les séparait, jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans un virage de sentier. Lorsque eux-mêmes ont tourné à cet endroit, elles n'étaient plus là. On peut imaginer que c'était assez dégagé pour que ça les surprenne de ne plus la voir en visu malgré leur distance. Mais voilà, à leur passage sur ce même virage, elle s'est volatilisée. Sa disparition est signalée par son établissement scolaire et reçoit une attention nationale. Des recherches sont organisées auxquelles le FBI, le corps policier des États voisins de New York et du Connecticut, ainsi que des centaines de volontaires, et une récompense de $5000 est promise par le père de l'étudiante. Des rumeurs, jamais vraiment appuyées par des preuves, circulent à l'encontre de la jeune femme, disant qu'elle a volontairement disparu, soit pour s'établir au Canada avec un garçon puisque le Vermont est à la frontière du Canada, soit pour vivre en ermite dans les montagnes. Sauf que ça ne ressemble pas à Paula, qui est une très bonne étudiante, une très bonne élève, qui est dans le haut du panier de sa classe. Donc pourquoi est-ce qu'elle aurait tout arrêté? Il ne semblait pas avoir de signes avant-coureurs, laissant penser qu'elles étaient détachées un peu de la vie qu'elle menait, de sa famille, de ses amis. Donc pour les policiers et ses proches, ça n'a rien à voir. La disparition néanmoins irrésolue de Paula a mené à la création de la police d'État du Vermont à l'été 1947. Mais comme je l'ai dit, nous ne l'avons jamais retrouvée. En 1949, c'est James Tedford qui disparaît. Il disparaît d'ailleurs le 1er décembre 1949, soit 3 ans, jour pour jour, après la disparition de Paula. James était un ancien combattant d'une 60aine d'années. Il habitait dans une pension pour anciens militaires à Pennington, de passage à St. Albans pour visiter de la famille. Il quitte la dernière ville finalement de ce périple en autocar. Selon des témoins, il aurait été aperçu dans l'autocar au dernier arrêt avant Bennington, mais disparaît entre celui-ci et Bennington, qui était sa destination. Donc on le voit dans l'autocar, et entre le point A et le point B, sans que le bus ne s'arrête, il disparaît. C'est un peu étrange, n'est-ce pas? La légende veut en tout cas qu'il ait laissé ses effets personnels dans le compartiment à bagages et un horaire d'autobus ouvert sur son siège vacant. C'est comme si vraiment il était dans le car et puis pouf, plus rien. Sachant que le
bus n'a fait aucun arrêt, parce que ça peut être aussi une solution de le bus s'est arrêté, James est sorti pour faire pipi disons, et le bus est reparti sans lui. Non, non, le bus ne s'est pas arrêté. Il y a des dizaines de témoins qui disent l'avoir vu assis à telle place dans le bus, puis disparaître. Étrange, n'est-ce pas? En 1950, soit un an plus tard, enfin moins d'un an plus tard, c'est Paul Jepson qui disparaît. Là on part malheureusement de la disparition d'un petit garçon de 8 ans le 12 octobre 1950. Selon les rapports, l'enfant aurait été laissé seul dans un pick-up, donc un gros 4x4, et sa mère aurait quitté le véhicule pour nourrir des porcs. Elle se serait absentée environ 1 heure avant de constater à son retour la disparition du petit. Apparemment, et lorsque l'alerte disparition a été enclenchée, des chiens renifleurs sont venus sur place et la rumeur veut qu'ils aient suivi la trace du jeune homme, du jeune Paul, 8 ans, jusqu'à une autoroute. Alors, encore une fois, il y a plein de théories du complot un peu. Soit quelqu'un est passé par là, a vu l'enfant seul dans une camionnette et a décidé de l'en faire sortir. Sauf que la camionnette n'a pas été forcée et on ne sait pas si elle avait été verrouillée par la mère ou pas. L'enfant aurait pu déverrouiller les portes de l'intérieur, mais encore une fois, ce sont des hypothèses bien malheureusement. Et cette personne aurait pris l'enfant. Si ça avait été le cas, je pense que cette personne aurait ramené l'enfant dans un poste de police en disant bah voilà, il y a un enfant qui est abandonné. Ou malheureusement, le petit Paul a croisé la route de quelqu'un de mal intentionné. Ou alors, l'hypothèse veut que voilà, le petit Paul a réussi à sortir de la voiture parce que 1 heure c'est long quand même, a marché, est allé jusqu'à l'autoroute et quelqu'un l'aurait vu, un automobiliste ou une automobiliste sur le bord de la route. Mais encore une fois, s'il avait été pris en stop, en charge, plus à dire, la personne l'aurait ramené au poste de police le plus proche, ou alors malheureusement il est tombé encore une fois entre les mains de quelqu'un de mal intentionné. Et bien sûr la théorie que les Américains préfèrent, les extraterrestres s'emparer de lui, forcément. Maintenant parlons de Frida Langer. Le 28 octobre 1950, soit 16 jours après la disparition de Paul, Frida Langer, une femme de 53 ans de North Adams dans le Massachusetts, disparaît dans la forêt nationale de Green Mountain après avoir quitté pour une randonnée le campement familial près du réservoir de Somerset, accompagné cette fois-ci de son cousin Elbert Elsner. La quinquagénaire fait une chute malheureusement dans un ruisseau et insiste pour retourner au campement pour changer ses vêtements, demandant à son cousin de l'attendre. Ce dernier patiente donc, mais voyant le temps avancer, il décide de retourner au campement car sa cousine ne revient pas. Donc peut-être qu'elle s'est blessée sur le chemin du campement, peut-être qu'elle a été alpaguée par d'autres personnes de la famille, ils ont discuté et du coup ils poireautent pour rien, voilà. Mais lorsqu'il arrive au campement, il demande, il dit où est Frida? Tout le monde lui dit avec toi. Ce à quoi il répond bah non. On se baladait, elle est tombée dans un ruisseau, elle a voulu revenir pour changer ses vêtements et qu'on reprenne la randonnée. Ils lui disent mais elle est jamais revenue au campement. Donc forcément, alerte générale, on appelle la police
disparition est en cours. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, plus de 300 personnes ont participé aux recherches. Certaines recherches ont été effectuées en avion ou en hélicoptère. Malheureusement, le 21 mai 1951, le corps de Frida a été retrouvé près de Somerset Réservoir, dans une zone qui avait pourtant fait l'objet de recherches 7 mois plus tôt. Ça rappelle un peu l'affaire du petit garçon qui malheureusement tourne depuis quelque temps, qui a disparu en France dans le jardin supposément de ses grands-parents et dont le 1er avril les restes ont été retrouvés. Et la zone avait été cherchée aussi pour lui, et c'est exactement pour Frida. L'état de son corps, exposé aux intempéries, rend la cause du décès malheureusement indéterminée. Il y a bien sûr encore là des hypothèses, dans la mesure où elle avait déjà fait une première chute. Certains pensent que elle s'est blessée ou s'est cognée, que ce soit la tête ou un autre membre du corps, surtout les membres inférieurs, durant cette chute. Et qu'en retournant seule au campement, elle s'est sentie mal, s'est évanouie et est tombée. Voilà. Il y a aussi la piste toute simple de elle s'est perdue. Personne ne l'a entendu crier à l'aide, ce qui serait fort étrange. Et malheureusement, elle est décédée de faim, de froid, de soif, voilà. Et puis, comme on est aux États-Unis, les extraterrestres l'ont enlevé pour faire des expériences sur son corps, et quand ils ont eu fini, ils l'ont remis à l'endroit où elle avait pris. Voilà. Maintenant, dans la culture populaire, l'historien vermontais Tyler Rich rejette les explications surnaturelles des événements attribués au triangle de Pennington. Il considère étonnant qu'il n'y ait pas davantage de disparitions dans cette très vaste région, qui d'ailleurs est très peu peuplée, et estime que des écrivains ont largement exagéré des faits mal documentés, et souligne même que Midi Rivers, donc le premier monsieur dont on a parlé, le chasseur, est le seul cas réellement documenté de disparition à Glastonbury. Pour le reste, il y a peu de documents après l'époque, vu que, mais pour lui, c'est plus de l'ordre du mythe, de l'histoire racontée, vous savez, par des randonneurs, pour que les amateurs n'essaient pas de partir explorer seuls, ou des cas finalement de crimes réellement couverts sous des disparitions. Voilà. Le triangle de Pennington est l'objet d'un reportage de l'émission Unsolved Mysteries, diffusé pour la première fois le 17 mai 1996, ainsi que d'un reportage dans l'émission Enquête paranormale sur C8, donc en France. Les disparitions du triangle de Pennington auraient inspiré la romancière américaine Shirley Jackson pour l'écriture de ses œuvres, notamment la nouvelle The Missing Girl et Louisa, je t'en prie, reviens à la maison, et son second roman Hanksman. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Quand on voit la région, je suis plutôt d'accord avec Tyler Rich qui dit que c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de cas de disparition. Aux États-Unis, il y a énormément de parcs nationaux, de grandes forêts, il y a beaucoup de randonnées à faire là-bas. C'est un pays qui est quand même relativement grand, avec beaucoup d'étendues naturelles, et tous les ans, malheureusement, des amateurs décident de jouer les explorateurs et soit se font extrêmement mal mais en ressortant vifs, soit
malheureusement disparaissent ou alors tombent sur un animal sauvage et voilà, ne font pas le poids, disons. Donc je suis d'accord pour dire que c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de cas documentés. Je suis aussi d'accord pour complètement effacer cette hypothèse paranormale parce que c'est pas comme si c'était en plein jour. On s'entend que, comment il s'appelle, James, dans son bus, c'est une histoire assez étrange. Après, est-ce que ils l'ont pas confondu avec quelqu'un d'autre qui lui ressemblait? Est-ce qu'ils sont sûrs, parce qu'on est en 1949 quand même, les portraits robots c'est pas trop ça, il n'y a pas toute la technologie, reconnaissance faciale, etc. Donc est-ce qu'ils sont sûrs vraiment d'avoir vu cette personne, ou ils pensent parce que la personne ressemble, on va dire, au stéréotype standard de l'homme, je sais pas, brun aux yeux marrons aux États-Unis. Malheureusement, hormis malheureusement Frida où on a retrouvé son corps, les autres sont encore des personnes portées disparues à ce jour. Les dossiers sont encore ouverts. C'est un peu un truc aux États-Unis, ils aiment pas trop clore les dossiers de disparition, ce que je peux comprendre parce que une nouvelle piste peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que c'est assez troublant de ne pas avoir de réponse finalement, de ne pas savoir. Ils ont néanmoins écarté la piste d'un tueur en série qui aurait sévi durant ces années-là. Il n'y a que pour le petit Paul où on se demande s'il n'a pas tout simplement été enlevé malheureusement. Mais pour les autres, on est juste convaincus qu'ils se sont perdus et qu'à ce jour leur corps n'a juste pas été retrouvé malgré toutes les années qui se sont découlées. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez le triangle de Bennington, si vous avez vu peut-être ce reportage sur C8. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une théorie que je n'aurais peut-être pas mentionnée, je serais curieuse de savoir. Je vais en décevoir beaucoup, mais ce coloriage ne sera